Lorsqu'un pays est confronté à une crise, il y a deux attitudes à avoir. La première, c'est le déni, se nier que cette crise n'existe pas. La deuxième, c'est de pouvoir reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a une crise. L'avantage du déni, c'est qu'on reporte à plus tard le danger d'aujourd'hui. On peut considérer que la situation va de mieux en mieux. Et lorsque l'on est malade, puisque la température monte, comme elle est montée au cours du mois de juillet et août, on peut prendre la résolution de casser le thermomètre. Alors il n'y a plus de température. Mais on se cache la vérité et c'est une attitude totalement irresponsable. Nous voudrions en liminaire ici dire que nous avons pris le parti de ne pas nier la réalité, de reconnaître la grande crise que court le pays sur la question électorale. La division qui traverse la classe politique, le gouvernement, la coalition au pouvoir, l'opposition ainsi que les forces de la société civile. Et que si de le seuil, nous ne prenons pas la mesure de pouvoir rapprocher les positions, de pouvoir construire les consensus, nous n'éviterons pas les plus grands dangers demain. Et face à cette montée sociale, nous avons arpenté la République et rencontré tout le monde en vue de parvenir à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le consensus sur les réformes électorales. En tout cas, à défaut de l'avoir obtenu avec tout le monde, parce que vous savez qu'on n'a pas rencontré tout le monde, certains ayant décliné notre invitation, parce que, justement, à tort, nous avons été accusés de rechercher un dialogue. Aujourd'hui, la vérité est têtue. On sait que nous ne sommes pas dans le dialogue. À tort, on a accusé de rechercher un positionnement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le positionnement. On nous a accusé également de vouloir le report des élections. Et aujourd'hui, avec les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, c'est bien le contraire qui est démontré, que nous voulons la tenue des élections dans le respect des délais constitutionnels et de la loi. Mais pour y parvenir, il y a des contraintes qu'il faut gérer dans cette crise. Des contraintes, il y en a de trois ordres. La première des contraintes, c'est le temps. Les gens ne se rendent pas compte qu'à compter du 15 septembre, date de la rentrée parlementaire, jusqu'au 31 décembre 2023, il nous faut 1201 jours pour aller aux élections. Et que si vous prenez en considération la convocation du scrutin 3 mois avant, il nous restait au 15 septembre 1111 jours pour aller aux élections. Et donc, le premier ennemi qu'il faut pouvoir gérer et qui fait consensus parce qu'il s'impose à tous par la Constitution, c'est le délai qui doit nous guider à la tenue de ceci. Et à l'intérieur de ce délai, il faut répondre à des problèmes. Il faut mobiliser les moyens parce que les élections sont d'abord une contrainte financière et logistique. Parce qu'il faut mettre d'accord tout le monde sur le contenu des lois qui nous mènent aux élections. Parce qu'il faut, à l'intérieur de ce délai, mettre tout le monde d'accord sur la centrale électorale dont les mandats sont échus et dont les rapports n'ont pas été examinés à ce jour. Et qu'il faut en plus, à l'intérieur de ce délai, enrôler les électeurs, permettre ainsi aux Congolais d'user de leur droit souverain d'aller se choisir les dirigeants. C'est la première contrainte. Et je crois, je serai sur ce point complété par le collègue Njoli, qui vous montrera en fait dans la feuille de route que nous avons dressée et qui montre la voie par laquelle nous pouvons arriver aux élections. Mais pour pouvoir y arriver, encore faut-il qu'aujourd'hui, tout le monde soit d'accord sur les réformes et qu'il faut engager dès à présent.
Ensuite, il nous faut un accord, il nous faut un consensus, parce que vouloir les élections dans le délai, c'est s'être mis d'accord sur les règles du jeu. Et les règles du jeu, il y en a à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la CENI. La CENI, comme nous l'avons fait en 2011 ou en 2017, il faut pouvoir réformer sa gouvernance. Il faut renforcer le rôle, les missions de contrôle de la plénière. Il faut que le président soit beaucoup plus dans une coopération avec les autres membres de la CENI. Et il faudrait que la CENI exerce sa mission conformément à la Constitution et aux lois de la République et que le cas échéant, des sanctions soient prises contre ces dirigeants lorsqu'ils arrivent à manquer à leurs devoirs. La CENI est le seul organisme de la République qui reçoit environ 1 milliard de dollars, mais qui ne fait pas l'objet d'un contrôle sur ses finances et sur la manière dont elle est gérée et où elle accomplit sa mission opérationnelle. Cela est de trop. Et c'est pourquoi nous voulons que les règles qui gouvernent à la CENI soient révisées. Et bien entendu, sur cette question, nous nous sommes appuyés sur la proposition qui a été faite par l'honorable Lutundula et qui a rencontré les souhaits des uns et des autres. Et nous avons apporté des amendements sur cette proposition de loi et que nous attendons voir programmée au cours de cette session. Il est aussi souhaitable que le rapport de la CENI qui a été fait sur les élections soit entendu et que des recommandations soient formulées pour éclairer la voie qui va nous conduire aux prochaines élections et éviter les écueils que nous avons rencontrés par le passé. Deuxième point, ce sont les règles du jeu électoral. Nous avons rencontré tous les acteurs de la vie politique, à l'exception de quelques-uns, et il y a un consensus sur des points majeurs. En ce qui concerne d'abord la suppression du seuil électoral, il y a un point d'accord majeur en ce qui concerne le retour à l'élection à 2 tours pour le président de la République. Mais sur ce point, il y a un autre point qui fait l'objet d'un consensus majeur, c'est que personne ne souhaite que le président de la République soit élu au suffrage indirect. Et ceci a été dit aussi bien par la société civile que par les acteurs politiques que nous avons rencontrés. En ce qui concerne le mode d'élection des gouverneurs et des sénateurs, des mécanismes ont été apportés pour permettre que par le parrainage, on puisse éviter la corruption et l'achat des consciences. Ce qui permettra de mettre en harmonie le vote des électeurs avec le choix des dirigeants au niveau national. Toujours sur la question des règles du jeu, il a fallu se mettre d'accord sur la question qui consomme quasiment la moitié du budget des élections. C'est la question de l'identification des électeurs. Nous pensons que pour une fois, nous avons le temps d'amorcer cette question dans le délai pour que l'identification des électeurs puisse concourir à l'élaboration d'un premier fichier des nationaux congolais et résoudre les 2 questions en même temps, répondre d'abord présent aux élections de 2023 et favoriser que pour les élections de 2028, nous puissions y aller sans qu'il y ait besoin de procéder à un enrôlement des électeurs en extrayant tout simplement le fichier des électeurs du fichier des nationaux. Le Congo doit cesser d'être cette exception qu'il est aujourd'hui, un pays sans un fichier des nationaux. Ensuite, il y a, au-delà des règles du jeu, la question du financement électoral. Et la proposition majeure qui a été faite ici, au-delà de la gouvernance des finances de la CENI, c'est d'appeler à ce que, dans le budget de l'État, un compte d'affectation spéciale puisse y être créé et qui permet de recueillir, à l'issue de chaque exercice budgétaire, les moyens nécessaires pour faire fonctionner la CENI et amener la CENI
au moment de l'organisation des opérations électorales, à ne pas être à court d'argent. Nous devons éviter deux choses. Pour ceux qui ne veulent pas des élections dans les délais dans notre pays, c'est de prétendre que d'un côté, il n'y a pas les moyens, de l'autre côté, c'est de prétendre que les élections coûtent trop cher et que puisqu'elles sont chères et qu'il n'y a pas de ressources, à la rigueur, on pourrait supprimer le vote. Et c'est comme ça que vous avez des propositions parfois très farfelues. Nous disons ici, les règles du jeu, nous nous mettons d'accord. Le temps, nous les gérons à travers la feuille de route. Le financement à travers ces comptes d'affectation spéciale et l'amélioration de la gouvernance financière de la CENI pour que la passation des marchés puisse se faire conformément aux règles de la loi sur les marchés publics et éviter que la CENI soit cet antre où on consomme 1 milliard de dollars par des marchés de gré à gré et qui font finalement que nous avons les opérations électorales les plus chères du monde. Donc, aujourd'hui, avec les conclusions de ce rapport et le premier pas qui a été posé par le groupe des 13 en déposant au niveau de l'Assemblée nationale la proposition de loi électorale, qui sera complétée par d'autres initiatives dans le cadre du système, de l'amélioration de notre système électoral, nous pensons lancer à la fois le débat sur les réformes électorales et avoir donné un contenu précis à la lutte sur la réforme. Ce à quoi nous appelons notre population, après avoir discuté avec la société civile, c'est que dans le cadre véritablement d'un agenda citoyen, que tout le monde se mobilise, parce que la question électorale n'est pas qu'une question des élus. La question électorale n'est pas qu'une question du G13. La question électorale n'est pas qu'une question de seules institutions. La question électorale concerne l'ensemble de nos institutions et nous voulons que le peuple congolais s'approprie les conclusions de ce rapport pour exiger de leurs élus, des institutions, dans la société civile, dans les partis politiques, dans les associations, que nous puissions converger vers la matérialisation de ces propositions sous forme de loi, sous forme de modification de la Constitution, afin que le souhait que nourrit le peuple congolais aujourd'hui d'avoir des élections dans le délai puisse être rencontré. Prenez à votre compte que lorsque nous aurons terminé cette conférence de presse, un jour de plus, ce sera égrené sur le jour qui nous reste pour aller vers les élections. Ne faisons pas semblant de nous réveiller à la veille de celles-ci pour ne pas les organiser ou pour aller dans un schéma prémédité d'églissement ou d'échappatoire aux élections. Aujourd'hui, il est encore temps. Nous pouvons le faire en nous appuyant sur ces propositions de réforme. Nous pouvons le faire si tout le monde converge dans la même direction. Voilà en guise d'introduction sur les conclusions de ces démarches et dont les contenus pourront vous être distribués. Ce cadre logique est sous-tendu par une proposition de feuille de route. En effet, les élections ne doivent pas être simplement crédibles. Pour qu'elles soient crédibles, il faut qu'elles soient apaisées. Et pour qu'elles soient apaisées, elles doivent être régulières. Donc la régularité de cycles électoraux est un élément structurant d'un bon processus électoral et de consolidation de notre démocratie. Si vous voyez notre processus électoral, on verra qu'en 2006, il y avait une date. Entre 2011 et 2013, on a essayé de tenir. Et puis nous avons en 2018, il y a des discours marqués par le syndrome de conservation du pouvoir qui veulent faire croire qu'on aura des élections en 2030 ou peut-être lorsque Jésus viendra.
Eh bien, pour un État qui veut être un État démocratique, un État de droit, il faut donc respecter l'impératif constitutionnel. Et cet impératif constitutionnel, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections tous les 5 ans. C'est fort de cet élément que nous avons fait une proposition. Ce n'est qu'une proposition, une projection pour que nous puissions tenir ces délais. Donc, les cycles qui viennent de se passer a eu lieu en 2018. C'est donc en 2023, sur le plan de principe, que nous devons, n'est-ce pas, organiser ces élections en tenant compte de la date de prestation de serment de l'actuel président. Ceci dit, nous estimons que il faut effectivement prendre sérieusement en charge la gestion du temps. Les 1101 jours sont en train de passer et nous espérons que le calendrier de travaux parlementaires de cette session qui va commencer va prendre en compte, avec le concours de tous, avec le patriotisme de tous, parce qu'il ne faut pas que les élections ou le temps électoral soit un temps de tiraillement, mais plutôt un temps de communion pour que nous puissions avoir des institutions qui ont vraiment l'onction de notre peuple. Donc, si nous prenons comme temps de départ cette période, nous estimons que entre aujourd'hui, mais déjà à partir du 15 septembre, jusqu'à la fin du mois d'octobre, nous devons être capables de régler le cadre programmatique des élections. Ça veut dire quoi? Nous devons vider, ou du moins programmer la question de la loi organique. La proposition de notre collègue Lutundula est là depuis plusieurs mois, si pas une année. Eh bien, nous devons arriver à résoudre cette question-là dans cet espace de temps de septembre-octobre. Nous devons vider la question de la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale indépendante doit rester un organe neutre. Et je crois que si on a pu faire passer un président en moins de 15 minutes, nous sommes capables de mettre en place les institutions dans un délai raisonnable de 7 à 10 jours. De sorte que, à partir de la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire à partir du 28 octobre 2020, jusqu'au dimanche 10 juillet 2022, nous allons consommer 621 jours pour entrer dans les préparatifs des élections de 2023-2024. Pourquoi? Parce que nous devons vider la question de l'identification des électeurs. Et cette question, nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut saisir l'opportunité actuelle. On a mis en place un organe national d'identification. Nous avons la CENI qui a déjà l'intelligence sur cette question, qui a des ressources humaines et matérielles sur cette question. On ne pourra plus nous amener dans un schéma d'identification en catastrophe avec plus ou moins 16 à 25% de taux d'électeurs flottants. Donc l'ONIP est là, nous l'avons écouté, nous avons écouté les techniciens, nous serons capables donc d'ici le mois de juillet 2022 d'avoir des données pour nous permettre de faire à cette date-là, soit le 26 mai 2022, l'extraction de la liste électorale du fichier de recensement croisé à celui des autres. Donc, nous sommes capables, s'il y a la volonté, puisque le président dit qu'il y a la volonté, puisqu'il y a deux moyens qui ne doivent pas être dilapidés. Je crois que nous vous avons toujours dit que l'identification des seuls électeurs à la CENI, selon le propre terme du président de la CENI, risque de nous coûter 600 millions de dollars. Mais si
on donne 300 à 50 millions à l'ONIP. Avec le concours de la CENI, nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à vider cette question préalable, n'est-ce pas, de la fiabilité, n'est-ce pas, de la liste électorale extraite du fichier national d'identité. Alors, lorsque nous aurons résolu ces problèmes, nous allons entrer alors dans la question des élections directes, à savoir les présidentielles, les législatives nationales et provinciales. Il ne faut pas oublier que dans l'option du groupe de 13, nous créons une sorte d'impérativité dans la liste des députés provinciaux qui devront indiquer au peuple leur choix du gouverneur et régler la question des sénatoriales, même si, par respect de la Constitution, ce travail-là se fera comme dans tous les systèmes de scrutin direct, par la constatation de cette majorité. La liste des députés provinciaux qui arrivera en tête, si elle a la majorité, eh bien, cette liste-là va nous donner un gouverneur. Alors, donc, nous allons convoquer les électeurs 90 jours avant, c'est-à-dire le 9 octobre 2022, et nous allons entrer dans les préparatifs pour que le 24 décembre 2023, ça sera le jour de scrutin. Parce que nous aurons décompté entre cette date préparatoire 633 jours. Donc nous aurons les élections combinées et ici, avec les faiblesses, mais aussi les forces que nous avons vues avec la machine à voter, il est possible, avec le cadre juridique que nous avons mis dans la proposition de loi, on ne nous surprendra plus avec la machine à voter. Il y a un cadre qui définit les conditions d'acquisition, les conditions de déploiement, les conditions opérationnelles, les mécanismes de justiciabilité, c'est-à-dire en ce qui concerne le moyen de preuve et d'agrégation entre les résultats électroniques et les résultats manuels. Donc, nous aurons à élire le président, les députés nationaux et provinciaux, et peut-être avoir déjà l'indication de gouverneur et de vice-gouverneurs à la date du 24 décembre 2023. Et comme vous le savez, nous proposons le retour au deuxième tour, conformément à la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle a été, n'est-ce pas, adoptée par référendum. Et à ce sujet, avec la technologie, si à cette date-là, nous avons le temps, n'est-ce pas, de publication, et n'oubliez pas que l'actuel président a prêté serment au mois de janvier, le 24 janvier 2019, donc il a un mandat de 5 ans. Si on a 15 jours pour organiser les seconds scrutins, eh bien, au plus tard, le 18 janvier 2024, nous aurons un président. Pourquoi nous insistons sur la présidence? C'est parce que c'est l'élection phare. C'est la seule élection où on a une seule circonscription et considérant le rôle des clés de toutes les institutions, c'est une élection qui structure l'ensemble de notre jeu politique. Voilà un peu clairement comment nous voyons les choses. Donc il n'y a pas de glissement, mais à condition que dès aujourd'hui, nous nous mettons au travail et qu'on n'attende pas 6 mois, 9 mois pour aller dans la précipitation. Je vous remercie. Le groupe des 13 s'inscrit dans ce cri que nous avons entendu auprès de toutes les parties prenantes que nous avons consultées, mais ce cri qui vient également de l'opinion publique en général et qui veut qu'il ne puisse plus y avoir de justification de quelque sorte que ce soit dans ce pays pour ne pas organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution et par les lois de la République. Et l'un des arguments qui peut être utilisé, c'est le manque de moyens financiers.
Et justement parce que qui veut aller loin doit ménager sa monture, nous estimons, nous, qu'il y a encore du temps pour commencer à mieux préparer les élections sur le plan financier. En faisant deux choses. Premièrement, en faisant tous les efforts nécessaires pour éliminer les gaspillages qui malheureusement ont été constatés et en 2006, et en 2011, et en 2018, et qui viennent inflater le coût des élections. Et deuxièmement, en ne faisant pas supporter le coût des élections par un seul exercice budgétaire. C'est la raison pour laquelle le groupe de 13 a proposé, en tenant aussi compte des difficultés financières auxquelles le gouvernement fait déjà face et qui ont été amplifiées par la crise de la Covid-19, le groupe de 13 a donc proposé que soit créé, conformément à la loi relative aux finances publiques, que soit créé un compte d'affectation spéciale qui serait intitulé « Financement des élections ». Et comme le prévoit la loi, un compte d'affectation spéciale est créé par une loi des finances. C'est la raison pour laquelle le groupe de 13 a encouragé le gouvernement à insérer dans le projet de loi de finances 2021 qui sera déposé au Parlement dans les jours qui viennent, à insérer donc cette innovation. Si le gouvernement ne le fait pas, le groupe de 13 veillera à travers ses différents réseaux que des amendements soient apportés au projet de loi de finances 2020 pour que soit créé ce compte d'affectation spéciale. Les avantages d'un compte d'affectation spéciale sont nombreux. D'abord, la transparence. Parce que c'est un compte dédié, il est donc possible pour les uns et les autres de suivre le mouvement de ces comptes, tant en crédit qu'en débit. Le deuxième avantage, c'est le report des soldes, ce qui nous permet d'éviter l'annulation des crédits budgétaires qui sont votés pour la CENI. Et troisièmement, puisque c'est un compte d'affectation spéciale, le mot affectation spéciale signifie qu'il y a en fait une recette qui est affectée à une utilisation précise. Il va donc revenir au Parlement et au gouvernement de chercher cette recette spéciale qui devra être utilisée pour le financement des élections. Et la création de ce compte d'affectation spéciale va également faciliter les concertations entre, d'une part, le gouvernement et la CENI dans la planification des élections et, d'autre part, entre la CENI et l'ONIP pour le financement notamment de certaines opérations liées à l'identification des électeurs. La création de ce compte d'affectation spéciale dans la loi de finances 2020 permettra à ce que ce compte soit alimenté régulièrement par le budget 2022 et par le budget 2023. À ce stade, le groupe de 13 s'est réjoui de voir que lors de l'ouverture de la session parlementaire le 15 septembre dernier, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba, a reconnu et a recommandé au gouvernement la création d'un compte d'affectation spéciale. Nous savons donc déjà, nous avons enregistré là un grand point de convergence entre le groupe des 13 et les animateurs des institutions. Voilà le complément que je voulais faire sur ce point essentiel, parce que nous n'avons pas arrêté de dire qu'il faut gérer le temps, et bien sûr, l'argent, le temps c'est aussi de l'argent. Nous avons rencontré le président de la CENI. Il nous a dit que suivant la planification budgétaire qu'ils avaient, les processus d'enrôlement pour le scrutin de 2023 en lui-même coûteraient 600 millions de dollars. Pour les élections passées,
ces processus a coûté à peu près 400 millions de dollars. Ça fait 1 milliard de dollars qu'on va dépenser pour identifier le Congolais qui vont voter. Pour les scrutins de 2023, puisque nous ne devons pas ignorer qu'il y a eu alternance au sommet de l'État, la véritable alternance, de notre point de vue, c'est dans les changements de la manière de gérer les choses. Nous voulons donc, dans le cadre de cette démarche anticipative, prendre le courage de bien aborder cette question de l'identification, premièrement pour en réduire le coût, et deuxièmement pour créer le socle, parce que ces pays, depuis 1984, n'ont pas connu des recensements de la population, nous ne savons pas combien nous sommes. Nous pensons qu'il est possible, s'il y a un pilotage fort au niveau du gouvernement, et nous l'avons recommandé au président de la République au moment du dépôt du rapport, que cette question de l'identification des électeurs que nous ferons pour le processus qui vient serve des bases pour un recensement général, un recensement administratif de la population. Donc, on ne va pas faire une base de données, la mettre dans la poubelle après, mais on aura une base de données qui va nous permettre de commencer à savoir qui nous sommes pour régler dans la durée cette question. Et de ces points de vue, j'ai entendu, j'ai lu que les gens veulent croire que identifier les Congolais pour les élections qui viennent pourrait servir de prétexte pour les glissements. Dans la feuille de route que l'honorable Njoli vous a présentée tout à l'heure, que vous pourrez voir dans les documents, la feuille de route est bien claire. Dans les hypothèses que nous avons établies, les élections pourront se tenir au 24 décembre 2023 et les Congolais pourront être identifiés avant cette période. Mais cela suppose une prise en main de manière sérieuse de la question pour que dès maintenant, la CENI et le NIP se mettent ensemble pour que ces processus puissent réussir. Je vais terminer en disant que ce travail que nous avons fait, ce n'est pas un travail qui consacre la victoire d'un camp contre un autre. C'est un travail qui fait gagner la République en temps et en proposition. Autant nous en avons partagé avec le président de la République, autant on l'a partagé avec d'autres personnalités, notamment le vice-président Jean-Pierre Memba, l'ancien Premier ministre aussi, que nous continuerons le travail pour que tous ceux qui y ont contribué puissent savoir où est-ce que nous en sommes et comment, de manière collective, nous devons nous mobiliser pour que nous puissions réussir à implémenter ce que nous prévoyons, parce que ni vous ni nous, personne ne veut revivre les glissements et ses conséquences. Je vous remercie. Nous pouvons dire que nous faisons face à un blocage. Ne tournons pas autour du pot. Dans les consultations que nous avons eu à constater qu'il y a aujourd'hui deux positions qui sont antagonistes et qui constituent quelque part un blocage, on va dire, c'est une question de fond, entre ceux, d'une part, qui trouvent qu'il faut désigner les animateurs de la CENI au préalable avant toute réforme, et de l'autre côté, vous avez ceux qui disent qu'il faut absolument d'abord réformer l'organe CENI avant de désigner les animateurs. Nous sommes véritablement en train de vouloir régler cette question-là parce que, au-delà des postures, des tergiversations, des piaillements des uns et des autres, eh bien, il faut comprendre que tant que nous serons bloqués sur cette question, nous n'avancerons pas et nous irons forcément vers un glissement tant décrié par la population. Et nous voulons ici interpeller ceux qui bloquent la question de fond, de pouvoir comprendre que, vous savez, l'échec ou le succès n'est pas une fin en soi. Ce qui importe, c'est de continuer à avoir cette volonté de persévérer. Et là où il y a l'espoir, il y a des possibilités. Oui, on peut perdre une bataille et on peut gagner la guerre. Alors ce qui est important, c'est de ne pas simplement penser, parce qu'on est les plus forts
dans une majorité au Parlement qu'il faut absolument ignorer ce que vous considérez comme plus faible que vous et qui représente finalement le consensus de la majorité populaire et qui a donné une position. Nous savons que le FCC, pour ne pas le citer, ne sont pas contre les réformes. Nous sommes preneurs pour continuer à discuter sur ces questions. Évidemment, maintenant que le Parlement est ouvert, néanmoins, je pense qu'ils doivent, de la manière dont tous les autres composants de la République l'ont fait avec transparence, rapidement donner leur position de manière publique sur les questions de la réforme électorale, afin que nous puissions ne pas perdre un jour de plus qui représente pourtant le glissement qui est décrié avant tout par le FCC de manière publique. Donc soyons conséquents, prenons la mesure des enjeux et comme je le répète pour terminer, là où il y a une volonté politique, il y a la possibilité et nous allons certainement pouvoir atterrir si nous osons dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire débloquons rapidement la question de l'organe CENI. Tout a été dit, mais tout reste encore à dire. Qu'est-ce qui reste encore à dire pour moi, fondamentalement? Les techniciens ont parlé. Ce qui reste à dire, c'est de vous demander, parce que, comme les uns et les autres ont dit ici, quand nous avions lancé notre appel, nous avions circonscrit notre travail au niveau de la réforme électorale, et éventuellement même sur le plan constitutionnel pour ce qui concerne, comme on l'a dit, l'élection du président qui doit être ramenée à 2 tours. Eh bien, on nous avait lancé des imprécations, on nous avait critiqué, on a dit qu'on voulait faire le dialogue, on voulait se partager le pouvoir, on voulait faire le glissement. Mais alors, je disais tout à l'heure que tout a été dit, mais tout reste encore à dire. Ce qui reste encore à dire, pour vous, les amis de la communication, si nous avons tenu aussi à faire cette conférence, parce que nous savons que vous êtes au courant de toutes les dispositions qui sont contenues dans la loi électorale que nous avons introduite au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous lisez ce texte-là, de bout en bout, est-ce que vous trouvez une disposition qui y a relation avec une certaine féodation, notre féodation aux officines étrangères ou aux ambassades étrangères ici? Aucune. Est-ce qu'il y a une disposition qui est de nature à faire prolonger ou glisser sur le délai électoral? Non. Je crois que c'est important pour vous de la presse de nous aider à le dire. Parce que, comme vous le savez, pendant 31 jours, on a eu à consulter beaucoup de gens. On a commencé évidemment par le président de la République, le Premier ministre, la CENI, la société civile, les chefs de confession religieuse, tout le monde. Et je vous dis encore, aujourd'hui, sans orgueil, que les gens que nous avons consultés, et même l'opinion qui a suivi nos consultations, parce que chaque fois on parlait, eh bien nous sommes contents aujourd'hui que nous ayons la majorité, l'opinion majoritaire avec nous. Nous avons l'opinion majoritaire avec nous sur les grandes innovations que nous voulons porter, que ce soit au niveau même de la Constitution, de la loi électorale. On a parlé de 2 tours. Nous avions justifié cette histoire-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on se réveille comme ça, par un coup de tête, on dit « Ah ben voilà, il faut qu'on revienne à 2 tours ». Non, nous avons des raisons suffisantes et éloquentes. Comme vous le savez, un président de la République qui est élu avec moins de 50%, qui est élu avec 25%, 30%, n'est pas légitime. Il a la légalité, mais il n'est pas légitime. C'est ça, le premier point. Le deuxième, c'est que quelqu'un qui doit gérer l'État congolais, qui doit gouverner toute la nation congolaise, mais l'opinion doit connaître sa vision des choses sur la gouvernance générale de l'État. Parce qu'au premier tour, vous avez 15 candidats, 17 candidats, mais là c'est tout le monde qui parle. Tout le monde qui parle.
une espèce de cacophonie. Et quand on va voter, c'est le cœur qui vote. C'est le cœur qui vote. Mais quand deux personnes restent en lice, ils sont là, devant la nation, deux programmes, deux visions qui s'entrechoquent. Et là, l'opinion va choisir, bien choisir. Et c'est la raison maintenant qui va choisir. Voilà pourquoi nous avons même demandé que nous puissions avoir ces deux tours-là. Il en est de même pour le seuil. Parce que, bon, vous avez déjà le document. C'est pas comme ça. Non, on a réfléchi. Le débat sur le seuil. Je prends seulement un exemple. Dans la loi actuelle, on applique même le seuil parce que, comme la Constitution le dit, peut être candidat, un regroupement politique, un parti politique comme un indépendant. Mais le seuil là, de représentativité au niveau national est appliqué même à un indépendant. Comment un indépendant qui, lui, est un local, qui n'est pas autorisé à être candidat à travers le pays, comment vous allez calculer son taux de représentativité au niveau national? Voilà des aberrations, des inconstitutionnalités que nous voulons élaguer. Nous voulons élaguer. Vous avez vu là-bas aussi également dans le document. Nous parlons par exemple de l'interdiction. Ça, ce sont des dispositions phares de cette histoire de distribuer l'argent pendant la période électorale. Tous des biens à valeur pécuniaire. Ça, c'est de la corruption, active et passive. Et c'est même l'expression des inégalités dans le choix des candidats. Inégalité des chances, je vous l'ai dit. Nous avons parlé également dans la loi l'interdiction des suppléants, d'avoir des suppléants pour dire les choses clairement. Vous êtes candidat, vous avez comme suppléant votre femme, enfant, tante, je ne sais pas qui encore, frère. Ça, c'est du népotisme. C'est condamné par la Constitution. Voilà quelques éléments que nous avons voulu mettre dans la loi. Et comme je disais tout à l'heure, vous analysez cette loi, vous ne verrez aucune disposition qui n'est pas l'aspiration profonde de la population. Évidemment, maintenant qu'on fait le rapport ici, bien que certains, on a dit qu'on a été reçus par tout le monde, mais nous n'avons pas eu la chance d'être reçus par le chef de la majorité du côté du FCC, l'ancien président de la République, qui était indisponible. Mais nous avons eu à lui envoyer le rapport et la proposition de loi. Parce qu'on est bien organisé. On l'a fait. Malgré qu'on n'a pas eu, mais comme il est le chef de la majorité, on a envoyé ce document aussi au sénateur Kabila. Voilà, mes chers amis, synthétiquement, ce que moi, personnellement, je vous demande de faire, c'est de dire que finalement, malgré tout ce que vous aviez dit contre ce groupe-là, il ne s'agissait pas de ce que vous aviez dit, il s'agissait de faire un travail technique pour polisser la loi électorale que nous avons et qui répond, dont le contenu répond aux aspirations traditionnelles du peuple congolais. Je vous remercie. On a quand même suivi le FCC, pour le remédier ici simplement, qui visiblement n'est pas très d'accord avec cette démarche. Il y a peu, on a encore entendu parler d'élections au second degré. Nous savons que le FCC est majoritaire à l'Assemblée nationale et que pour que vos réformes prennent corps et effet, ça devrait être voté à l'Assemblée nationale. Mais une Assemblée nationale qui est majoritairement FCC, n'est-ce pas une guerre perdue d'avance? Parce que vous êtes minoritaire. C'est la première préoccupation. Parce que j'ai entendu religieusement, Janine Mambouda, lorsqu'on lui a posé cette question chez notre confrère de Saint-Péno, on a semblé dire qu'il y avait plusieurs propositions, une manière pour elle de banaliser. La deuxième petite préoccupation,
Vous avez dit que vous étiez au service du pays et neutre, mais j'ai suivi certains classiques du FCC dire que vous êtes neutre, mais pourquoi êtes-vous allé faire le compte rendu au président de la République? Êtes-vous allé faire le rapport au président de la République? Ça veut dire que c'est lui qui vous a mandaté, c'est comme ça que vous êtes allé faire le compte rendu. Le discours est devenu régulier à l'UDPS que il n'y aura pas les élections en 2023. Il y a même une déclaration faite par Ibalan hier qui a dit que comme l'UDPS a fait 37 ans sans pouvoir, donc 37 il faut ajouter 0 à la fin pour que l'UDPS puisse se dégager du pouvoir. Alors vous ne voyez pas que votre intelligence à ce niveau-là naviguerait dans le vide. Vous avez déposé récemment une loi. On sait que là-bas, tout s'est fait selon la volonté d'un corps politique qui, apparemment, visiblement n'est pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire pour que le fisc et cette loi soient soumis au débat? Parce qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. Pourquoi on ferait passer cette loi alors qu'on a appliqué la loi? Prétendre que c'est une guerre perdue d'avance, c'est avoir d'abord une pensée défaitiste. Je vous ferai remarquer que sur des grandes questions, nous avons pu les uns les autres, dans cette assemblée, pu passer un certain nombre de lois sans pour autant que nous soyons nécessairement de la majorité. Et pour nous, il y a une conviction profonde, c'est que la loi électorale ne relève pas d'un arbitrage partisan. Ça doit être de lois républicaines sur lesquelles tout le monde se met d'accord. Au demeurant, en 2013, quand il a fallu refaire la loi sur la CNI, ou d'autres moments, nous avons toujours discuté de ces questions. Si vous voulez nous faire comprendre que la lutte sera une lutte dure, difficile, oui. Mais quand nous avons entrepris cette initiative, nous étions conscients de la difficulté, des écueils que nous allons rencontrer sur notre chemin. D'abord, je pensais que vous alliez commencer par nous féliciter, parce qu'on aurait pu tout de suite renoncer à l'initiative dès que les premières critiques sont arrivées. Nous avons tenu jusqu'à ce jour. On nous a fait le reproche de dire nous ne voulions pas du débat dans les institutions parce que nous y étions minoritaires. D'ailleurs, l'initiative du G13 ici ne se range ni dans le camp de la majorité ni celui de l'opposition. Elle est du côté du peuple parce que nous pensons que le peuple qui s'est levé au mois de juillet pour exiger les réformes électorales n'était ni du FCC, ni de Cash, ni de la Mouka. C'était le peuple congolais qui veut que son droit lui reconnu par la Constitution soit respecté par tous. Et donc c'est au nom de ce peuple, en disant nous allons nous regrouper au-delà de nos clivages politiques, que nous avons cru nécessaire de formuler cette proposition. Bien entendu, la collègue Mabunda a pris cette position que vous énoncez sur la radio, mais je vous ferai remarquer très simplement que ignorer la question électorale en disant que c'est une question qui n'a aucun rapport avec les finances de l'État, c'est manquer justement du sens d'État. Parce qu'en réalité, aucune organisation, aucune activité ne consomme autant de ressources que la question électorale. Je vous ai parlé d'1 milliard de dollars. Qui est-ce qui aurait un budget annuel d'environ 5 milliards et mobilise à peine 3 ou 4 et dirait qu'une activité qui vaut 1 milliard de dollars est sans incidence sur le processus budgétaire? Bien au contraire, c'est parce que la question électorale n'est pas prise en charge dès le début qu'elle devient la source de gabegie financière et de mauvaise gestion. Et donc, si Mabunda nous écoute, elle doit comprendre que, puisque justement elle est intéressée par la question financière, elle doit inscrire cette question parce qu'elle est une exigence en termes de programmation financière. Sinon, son collègue du Sénat n'aurait pas repris à bon compte notre proposition de
de créer au niveau du budget un compte d'affectation spéciale en vue de financer les élections. Qui dit mieux que cette question a une incidence sur les élections? Alors vous dites, les hommes politiques pensent à la prochaine élection, les hommes d'État pensent à la prochaine génération. Je suis d'accord avec vous. Sauf que le G13, quand il a abordé la question électorale, ne l'a pas abordé dans le sens politicien. Nous ne sommes pas venus vous dire, nous voulons rester au pouvoir et nous voulons qu'il y ait un glissement. Nous ne sommes pas venus vous dire que nous étions candidats à l'élection. Nous sommes venus vous dire justement qu'il faut éviter que la crise ne puisse s'approfondir parce qu'elle sera à la fois un gouffre financier et qu'elle représente un risque pour les générations futures. Le coût de l'instabilité politique, de l'insécurité qui est due à des mauvaises élections, personne n'en prend le chemin pour faire le calcul. Mais si vous regardez, ce pays est à l'arrêt depuis 2014-2015 parce qu'il y a des incertitudes qui pèsent sur la question électorale. Quel investisseur financier emprunterait la voie du Congo avec cette incertitude, cette instabilité qui règne sur nos institutions? Je pense qu'il faut corriger en disant ceci. L'initiative qui a été prise par le 13, elle brise les habitudes, elle va à l'encontre de certains intérêts qu'ils considèrent comme étant légitimement établis, et c'est pourquoi elle est combattue. Mais en réalité, c'est l'initiative qui peut sauver le pays en regard de la crise que peuvent provoquer les élections. Alors quand on dit, vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas allé voir, vous êtes allé voir le président de la République, mais nous sommes ouverts à tous les courants politiques, sans exclusif. Nous avons demandé à rencontrer le sénateur Joseph Kabila dans sa qualité de chef de la majorité. J'ai rencontré Néhémie pour qu'on puisse se voir et j'étais surpris de voir que plutôt qu'on se rencontre pour évoquer ces questions, ils ont préféré nous répondre par le biais des communiqués de presse. Donc, nous n'avons pas de moyens de contrainte pour obliger les uns et les autres à nous voir. Alors, vous avez parlé du rapport que nous avons présenté au président de la République, mais nous avons été voir tous les autres. Le collègue Lokondo vous a dit que même si nous n'avons pas vu Joseph Kabila, nous lui avons transmis nos conclusions parce que nous considérons que c'est un acteur politique majeur de notre pays et que par conséquent, il devait être informé de nos conclusions. Nos conclusions n'ont pas été fermées qu'au président de la République, elles ont été remises à chacun, à Jean-Pierre Bemba, à Mouzito, à Fayoulou, à Moïse Katumbi, qui vont lui être remises officiellement. Mais tout le monde a eu communication de nos propositions. Et aussi, même si nous disons, nous voulons faire ce combat, il faut comprendre une chose. La loi Lutundula qui n'a pas été alignée. Mais le fait d'inscrire une loi à une session parlementaire, je vous dirais d'abord que par le passé, nous avons connu la loi que j'avais faite en 2012, qu'on n'a pas voulu inscrire, on a fini par l'inscrire, c'était la loi électorale aussi. Et on a pu en discuter. Quand on a voulu la tripatouiller, ça donnait les événements que vous connaissez en 2015. Aujourd'hui, Janine Mabunda et son bureau doivent comprendre une chose. L'inscription d'une loi à l'agenda de l'Assemblée nationale n'est pas une faveur, mais c'est un droit pour tout député. Quand on a inscrit une loi qu'on a déposée, on doit pouvoir la discuter, quitte à ce qu'elle soit rejetée. Qu'est-ce que l'on peut nous reprocher? On nous a dit, vous discutez en dehors des institutions. Nous discutons avec tout le monde. Maintenant, nous amenons le débat dans les institutions. On va encore nous éviter dans les institutions, mais je pense que cette question, avant que nous la ramenions dans les institutions, elle était déjà dans la rue. Elle était dans la rue, y compris par le fait de la même majorité, le FCC. Donc, je crois qu'ils ont entendu le message du peuple, qui veut que cette question soit abordée, et que, du point de vue de leur responsabilité, il est important, comme nous l'avons dit dans le calendrier tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on puisse aborder cette question pour éviter des crises sur l'avenir. Alors vous dites, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Écoutez, le processus électoral est un processus.
nous continuons ce combat à sensibiliser avec d'autres. Mais nous ne sommes pas les seuls. Le combat maintenant doit être, parce que vous avez compris la précarité de ce que peut être notre position dans les institutions, mais c'est dans la société, par l'appropriation du sujet, par toutes les couches de la population, que je pense que les institutions seront à l'écoute. En 2015, lorsque la population s'était mobilisée, je crois que les institutions les avaient écoutées. C'était un autre temps, un autre contexte. Aujourd'hui, nous voulons bâtir. Nous pouvons éviter les mêmes écueils si tout le monde a la raison gardée et comprend qu'il faut aujourd'hui engager le pays dans la voie des élections. Ben, si c'est une guerre des idées et qu'on la perd, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Mais il faut qu'il y ait un débat. Et je vous dis qu'il faut que je sois honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ma propre conscience. Notre initiative, la proposition de loi que nous avons introduite, je vous le dis aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup d'amis qui sont dans d'autres regroupements politiques qui n'ont pas le courage que nous avons, est appuyée par ceux-là aussi. C'est accepté, on va voir le jour du débat. Il faut qu'ils aient le courage de le dire. Par la majorité, je vous dis, par la majorité de certaines formations politiques ou regroupements politiques. C'est une démarche républicaine. Nous, on a fait notre travail. Et si je combine ça avec la question de ma petite sœur Odia, je dis, mais nous, on a pratiquement terminé notre travail. On a consulté les gens. On a fait un débat de société avec tous ceux-là qui ont été consultés. Et on a introduit maintenant la proposition de loi. Qui est la finalité? Comme Delia a dit, on disait, ah maintenant, le débat doit être sur la réforme, doit être au sein des institutions. Mais l'institution la plus appropriée pour ce genre de réforme, c'est l'Assemblée nationale. Alors nous, on ne va pas regretter. Si c'est perdu, pour des raisons, fallacieuses, mais nous, on aura tiré notre épingle du jeu. Et comme on l'a dit, c'est le peuple qui va juger. C'est le peuple qui va juger. Et comme je combine encore avec la question de... oui, c'est Peter Thiel toujours qui a posé la question de savoir si on était des hommes d'État ou des politiciens. Ça, c'est Churchill qui l'avait dit. Mais nous, on est des hommes d'État. Parce qu'un homme d'État n'a pas d'état d'âme, n'a que des états de service pour la nation. Et comme nous nous sommes placés du côté du peuple, du côté de la Constitution, du côté des lois de la République, qui nous autorise à faire ce travail. On pouvait, chaque fois qu'on rencontrait nos interlocuteurs, on leur disait, on pouvait ne pas constituer ce groupe de G13, parce que la majorité, nous sommes des parlementaires, on pouvait carrément introduire une proposition de loi. Et nous savons faire des propositions de loi, mais par souci justement d'associer tout le monde à la réflexion, de faire un débat citoyen. Nous avons consulté, et je vous ai dit tout à l'heure ici, que nous sommes fiers et heureux que l'opinion majoritaire est avec nous. Bloquer la loi, ne pas l'aligner, ou je doute même fort, la loi sera alignée. Mais le débat, vous allez le suivre. Je crois que la question des réformes s'impose plutôt comme préalable à toute chose. Parce que comment s'y font les processus électoraux? Le prof Joly pourra les dire mieux que moi, mais au terme de chaque processus, on fait un rapport. D'ailleurs, nous, on a été un peu minimaliste parce que dans le rapport de Corneille Nata, il faut retoucher 18 mois. La réforme doit concerner 18 mois. Nous, on se dit, les limite à 4, considérons comme étant les plus importantes et qui sont faisables. Et donc, dès lors que nous, les plus il a commencé par nous complimenter au départ de sa question en disant qu'on représentait la Grèce. Je crois que dans sa question, il a répondu parce que quand vous regardez toutes propositions, elles sont couleurs. Nous avons fait un travail pour la République. Je crois que la contradiction avec nos amis du FCC s'est trouvée peut-être dans la forme,
mais cette contradiction, elle a été vidée. Il ne faut pas oublier ici, peut-être que les gens ne font pas attention, mais les lois ne s'écrivent pas au Parlement. On légifère pour qui? Les parlementaires ne légifèrent pas pour les parlementaires. On légifère pour le peuple, et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nos collègues Mina Koué-Sakata avaient annoncé qu'ils descendraient dans les universités, aller expliquer la loi qui a commencé par les institutions mais qui n'a pas abouti. Et nous, ce que nous avons fait, nous avons pris le soin de discuter avec toutes les couches qui étaient dans la rue pour contester, parce que même si vous êtes majoritaire à l'Assemblée, d'ailleurs un des acteurs que nous avons rencontré nous a dit, disposer de la majorité parlementaire ne vous donne pas, ne vous confère pas le titre de propriété de la RDC. Et les lois que nous proposons, nous ne disons pas qu'elles doivent être adoptées telles quelles, parce que les débats parlementaires, c'est un débat qui enrichit. Il y a des questions entières pour lesquelles nous avons esquissé des propositions, mais qui doivent être enrichies par les débats. Donc il faut considérer que nous, dans cette démarche d'anticipation, nous favorisons l'ouverture du débat pour tous ceux qui veulent, comme nous et comme tout le peuple congolais, avoir les élections au 23 décembre. Alors, à la question de Edmond Issouma, je crois qu'il faut qu'on essaie de mettre la mesure dans tout ce qui est dit et dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, je viens d'un parti où on dit le peuple vaincra. Dans l'UDPS, on dit le peuple d'abord. Les peuples ne peuvent vaincre que par les urnes. Les peuples ne peuvent vaincre que par les élections. Et je crois que obtenir les élections dans les délais, c'est la volonté du peuple. Et si l'UDPS peut être en mesure, par le canal des élections, de se maintenir au pouvoir durant 370 ans, il n'y a aucun mal dès lors que le peuple apporte son sceau. Je crois que je vais terminer par là, mais je rappelle, parce que je pense que c'est important que cela soit cristallisé, que les points de départ pour refuser toute forme de glissement, c'est de faire des réformes électorales. Plutôt en effet, plutôt on se rassure, parce que la situation économique, elle est déjà catastrophique avec le Covid. Je crois que si on nous suit, comme le président du Sénat l'a fait, on sera en mesure de prévenir beaucoup de choses. Merci. Nous sommes des parlementaires, nous sommes des membres éminents de la société civile, et qu'il y a un problème majeur qui divise, qui détruit notre pays, eh bien, nous devons mener ensemble cette guerre. Oui, nos amis de FCC sont peut-être dans cette posture, mais comme nous l'avons dit, nous allons continuer à les rencontrer formellement, informellement, pour leur expliquer qu'il ne s'agit pas d'une bataille politique, mais il s'agit de la bataille de l'État, comme vous l'avez dit. Et que nous sommes tous dans un même pays, dans un même État. Et cet État-là doit être sauvé à partir de sa structure de naissance du pouvoir. J'y reviendrai. Donc, toute démocratie, toute liberté dans une démocratie, c'est une conquête. Et nous devons, ensemble avec vous, c'est pourquoi nous avons appelé aujourd'hui, pour que nous puissions, grâce à vous, le quatrième pouvoir, mener cette bataille pour de bonnes élections, des élections crédibles. Voir le président de la République, comment peut-on dire à des citoyens d'une République qu'aller voir le président de la République, c'est une preuve d'inféodation? Mais l'article 69 de la Constitution dit que le président, et nous lui avons dit qu'il est le chef de l'État. Ce sont des mots qui ne sont pas dans le fond. Il est le représentant, il représente toute la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure son arbitrage. C'est lui la clé de voûte. Et nous avons dit, Monsieur le Président, c'est vous qui avez la charge. Et c'est vous qui avez dit que le sang des Congolais ne doit plus couler pour des élections. Nous venons vous voir pour que ce sang-là ne coule pas. Et il est plus que conscient de cette question-là. Il en prend charge.
Nous avons vu le Premier ministre. Il faut demander par contre à ceux qui ont refusé de voir leurs députés, leurs collègues, qui ont fait preuve d'une certaine vue de l'État. Ce n'est pas nous. Nous avons sollicité, nous sommes allés faire la... Et nous allons continuer à solliciter. Nous travaillons avec nos groupes parlementaires pour que plus jamais les élections ne soient un moment de rupture de notre société, mais un moment de fête. C'est pourquoi cette élection aura lieu le 24 décembre 2023, c'est-à-dire le jour de Noël. Il dit, nous ne sommes pas des hommes d'État, nous sommes des hommes politiques parce qu'on s'occupe d'une question électorale. Vous savez, il y a des phrases. Moi, je suis enseignant de droit. Police, c'est la cité, c'est l'État. Quand on est un homme politique, c'est qu'on doit être un homme d'État, travailler pour l'intérêt général. Je voudrais simplement vous dire que si vous analysez les causes des élections, les causes des conflits en Afrique, ce sont des conflits liés aux élections. Partout en Afrique, vous avez aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est entrée dans une phase de structuration aussi. Vous suivez le Mali, vous suivez la Guinée, vous suivez le Congo. Tous les conflits sont soit des conflits préélectoraux, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord sur les conditions, et Malou nous divise déjà. Soit des conflits électoraux, c'est-à-dire que ces élections étaient mal organisées. 2006, 2011, j'étais là. Preuve matérielle et humaine de ces contradictions. Et 2018, on continue à voir un président qui danse, qui pleure, et un autre qui est là, mais qui sait qu'il y a des problèmes. Nous devons éviter cela pour nous consacrer sur le développement de notre pays. C'est ça, être un homme d'État. C'est lui qui est conscient des défis, des enjeux qui déstructurent son environnement. Nous les sommes. Alors, la question de l'UDPS, non. L'UDPS, c'est un parti qui s'est battu pendant 37 ans. Le sens de son combat, c'est la construction d'un État de droit démocratique. C'est lui qui est parti sans avoir peut-être atteint cette terre promise et qui est en fait aujourd'hui un héros national. Le président Étienne Tshisekedi de 13 mémoire a inscrit le combat de l'UDPS dans la construction d'un État de droit, c'est-à-dire un État qui organise des élections à intervalles réguliers. Vous savez, aux États-Unis, ça fait 3 siècles qu'ils organisent des élections les 4 novembre, toutes les 4 années. Mais nous devons avoir cet idéal, ces mythes-là. Nous devons nous battre pour que chaque 5 ans, nous ayons des élections apaisées. Et c'est le travail que nous invitons toute la communauté nationale. Alors, je vais terminer par là. Madame dit, mais vous allez jusqu'où? Mais on ne va pas arrêter, madame. La construction de la démocratie, c'est un processus. C'est une expérience, ce n'est pas un moment. Nous sommes élus pour bâtir, et ça c'est le constituant qui le dit. Hein? Si vous prenez l'exposé de motifs, il dit, en vue de mettre fin, nous sommes convenus de construire au cœur de l'Afrique un État de droit démocratique, une véritable démocratie politique. C'est un combat mythologique. Nous devons continuer. Comme on l'a dit le 30 juin, nous bâtirons. Il s'agit d'un futur progressiste et présent. Donc on n'arrêtera pas. Sinon c'est la mort. Merci. Comme en vérité, la société civile chez nous a des chapelles et qu'elle n'est pas autonome, cette société civile avait souhaité être présente au gouvernement. Et que comme contrepartie à cette présence de la société civile souhaitée au gouvernement de la transition 1+4, ils étaient dans les institutions, il a été convenu
qu'alors les politiques prendraient leur place également dans les institutions d'appui à la démocratie. Donc il ne faudrait pas que historiquement, ça ce sont les faits, qu'on présente la question comme si ce sont les politiques qui ont cherché à être dans les institutions d'appui à la démocratie. C'est la société civile qui nous y a invités parce qu'elle voulait être dans le gouvernement. Maintenant, nous avons une expérience, nous savons que les clivages traversent tous les groupes et la société civile n'en est pas non plus exempte. Sinon, la pointe de la société civile, d'un point de vue moral, les confessions religieuses, aurait pu trouver un accord et qu'on ne serait pas dans l'imbroglio dans lequel nous sommes tombés. Donc, c'est aujourd'hui une proposition de certains dans la société civile, mais quand nous avons discuté avec les représentants de la société civile, les missions d'observation, elles ont toutes compris que imaginer une CENI aujourd'hui exclusivement composée que des membres issus de la société civile, c'était peut-être l'idéal à certaines conditions, mais que ce n'était pas réaliste. Et que par conséquent, il faut une composition mixte. Mais que le rôle que les uns et les autres sont appelés à jouer dans cette CENI, on pourrait mettre davantage de poids sur la société civile qui dirige cette institution et faire en sorte que les autres jouent un rôle en termes de contrôle, rééquilibrer les choses. La discussion reste ouverte, mais le point d'accord du consensus que nous avons remarqué après nos discussions, c'était d'admettre une CENI mixte composée des éléments issus de la société civile et des autres composants de la société. Peut-être que plus tard, lorsque les choses seront totalement assainies, peut-être que nous n'aurions plus besoin de la CENI, que le ministère de l'Intérieur, dans un État où tout fonctionne, pourrait faire des élections, mais peut-être que nous irons vers une CENI exclusivement composée de la société civile. Là aussi, il y a une urgence à gérer. Il faut savoir que lorsqu'on amène dans les débats des questions qui nous éloignent de la solution définitive, nous clignoterons encore dans le temps. N'oubliez pas, la CENI en 2011 a été déployée à 6 mois des élections. Et il n'y a eu que 6 mois pour faire les élections. Il faut qu'on évite cela, qu'on utilise à bon escient le temps qui nous reste. Nous voudrions d'abord vous remercier. La presse nous a considérablement accompagnés dans ce combat pour traduire nos positions, y compris pendant les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous avons rendu public le rapport. Nous comptons sur vous pour que ce rapport soit vulgarisé le plus largement possible et que les objectifs que nous nous étions assignés et qui sont aujourd'hui mis à découvert soient compris par tous les segments de notre société. Les prochaines étapes, c'est que nous avons déjà déposé la loi. Nous aurons le débat à l'Assemblée nationale sur le calendrier électoral. Nous comptons sur le calendrier de la session. Nous comptons sur l'implication de tous les députés, quel que soit leur rôle politique, de placer au-dessus des intérêts partisans l'intérêt général. Et aujourd'hui, l'intérêt général, c'est construire la démocratie, c'est construire la stabilité de notre pays par des lois électorales qui rassurent tout le monde. Et ensuite, nous allons poursuivre ces décisions avec toutes les couches de la société en vue de mettre en mouvement cet agenda citoyen qui est en fait une interpellation dans le sens de notre appel du départ pour que tout le monde se joigne à la défense de ces réformes afin qu'elles deviennent une réalité, afin qu'ensemble nous puissions sauver notre démocratie. Vous savez, en matière de réforme, vous pouvez changer les lois, vous pouvez changer les structures, mais il reste un ingrédient essentiel, c'est la volonté des décideurs, mais c'est aussi l'engagement de toute la société pour que la nouvelle vision devienne une réalité. J'ai dit, je vous remercie.